Ce soir, donc, nous accueillons Irène Petre, qui est ancienne responsable nationale de la CNE pour le secteur commerce. Donc le secteur commerce, ça comprend notamment les grands magasins et sans doute toute une série d'autres choses que j'ignore. Je vais quand même partir du conflit de l'Aise pour le situer dans le contexte global de la distribution, parce que ça me paraît important. Je crois que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce secteur, alors que vous le fréquentez tous les jours en faisant vos courses. Donc c'est quand même important de savoir dans quelle pièce on joue. Je cite une série de chiffres. Ces chiffres sont datés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas neufs. Donc la plupart d'entre eux sont de 2005, d'autres de 2008. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les tendances que révèlent ces chiffres restent absolument les mêmes. Ça, je pense que c'est important. Alors, quels arguments la direction de Delhaize invoque-t-elle pour justifier la restructuration? Essentiellement, la concurrence. Elle cite Aldi, Lidl, Albert Heijn, qui sont ses principaux concurrents, les plus durs en tout cas pour le moment. Il est vrai qu'on est dans une guerre économique, à laquelle participe d'ailleurs très courageusement Delhaize. Les coûts salariaux, elle prétend qu'il y a un écart salarial de 15 à 33% avec ses concurrents. Le manque de flexibilité du personnel et la crise. La concurrence. La concurrence, vous le savez, ça ne joue pas qu'à travers le coût salarial, mais aussi sur la qualité des produits qu'on vend, sur le nombre de références qui sont en vente dans les magasins, sur les services à la clientèle, l'environnement commercial, et il y en a sans doute encore d'autres que je n'ai pas cités. Les coûts salariaux, eux, dépendent pour tout le monde, pour tout le secteur privé en tout cas, des accords interprofessionnels qui sont conclus au plus haut niveau entre les responsables patronaux et les responsables syndicaux, dépendent aussi des conventions de secteur. Donc le secteur du commerce, je vais vous l'expliquer par la suite, est divisé en commissions paritaires différentes. C'est un peu laborieux, c'est un peu technique, mais je pense qu'il faut passer par là si on veut comprendre le dossier. Il est composé aussi des conventions d'entreprise, donc de tout ce qu'on arrache dans l'entreprise quand on négocie, et des us et coutumes qui, chez Delhaize, sont effectivement assez importants. Alors, les concurrents cités par Delhaize, il faut savoir qu'ils font tous partie de la même commission paritaire. Déjà, donc du même secteur, de la même commission paritaire, donc ils ont exactement les mêmes charges, entre guillemets, que n'importe quel autre concurrent. Et donc l'écart salarial qui est brandi par Delhaize ne tient la route, à mes yeux, que si on le compare avec le petit commerce, c'est-à-dire avec l'épicerie du coin, qui a d'autres charges et qui a peut-être un travailleur ou deux travailleurs, et qui donc ne paye pas n'a pas les mêmes charges. S'il y a des écarts importants encore avec certaines autres entreprises, c'est aussi dû ou grâce à la négociation de conventions d'entreprise. Mais quand on négocie des conventions, on est deux. Il y a la direction et il y a les organisations syndicales. Donc quand ils signent une convention collective, c'est qu'ils sont d'accord de la signer. On ne leur a rien extorqué qu'ils ne savaient pas sans savoir à quoi ils s'engageaient. Et il y a les us et coutumes. Et là, c'est pareil. Les us et coutumes s'installent avec le laisser-faire de la direction, c'est-à-dire que probablement elle couvre ces us et coutumes parce qu'elle y trouve un avantage, et ça s'installe et ça fait jurisprudence à un moment donné. La flexibilité de laquelle parle la direction de Delhaize, je ne vois pas à quoi elle fait allusion, parce que s'il y a bien un secteur, et Delhaize n'y échappe pas, où on a négocié les éléments de flexibilité, c'est bien celui du commerce en général. Il y a une flexibilité qui joue notamment à travers le temps partiel, qui est une fameuse variable d'ajustement. Il y a les horaires qu'on preste soit le matin, l'après-midi, le soir, sur 6 jours semaine la plupart du temps, même si on travaille en 5 jours, du lundi au samedi, et encore le dimanche à certaines occasions.
Il y a les heures d'ouverture, les ouvertures de dimanche, les jours d'ouverture, enfin tout ça a été négocié avec le commerce. Et donc tous les concurrents ont la même flexibilité que Deleuze, personne n'en a plus qu'eux. La crise, elle dure depuis plus de 30 ans, hein, vous savez comme moi. Et ce n'est jamais, enfin une crise qui dure 30 ans, c'est plus une crise, hein, c'est un redéploiement du système économique dans lequel on est, un redéploiement du capitalisme pour parler vrai. Et la distribution est, comme tous les autres secteurs, mais peut-être un peu plus, touchée par le blocage des salaires des travailleurs, parce que qui n'a pas d'augmentation de salaire ne consomme pas ou consomme moins. Et vous savez qu'il y a aussi un réflexe d'épargne qui joue quand on n'a plus d'augmentation de salaire, on fait attention, la peur des licenciements, tout ça joue en défaveur de la consommation. Ici, je vais être technique, mais encore une fois, pour que vous compreniez dans quelle pièce on joue, c'est important que vous emmagasiniez ça. Le secteur du commerce de l'État est un secteur complexe et multiple. Il y a 4 commissions paritaires. Vous savez ce que c'est une commission paritaire ? Donc c'est l'endroit où on négocie les conditions de travail et les salaires d'un secteur déterminé, dans ce cas-ci, donc le secteur du commerce. Et c'est valable pour tous les employeurs de ce secteur-là. Surtout pour les biens courants, ce qu'on appelle les biens courants au détail, c'est-à-dire pas les carburants par exemple, pas les automobiles, pas le secteur diamantaire, qui est du secteur de commerce, mais qui a sa propre commission paritaire, mais qui nous concerne moins, en tout cas moi ça ne me concerne pas, vous non plus je ne pense pas. Hein. Alors, quelles sont ces commissions paritaires? Il y a la commission paritaire des grands magasins, qu'on appelle la 312, qui ne concerne plus aujourd'hui que 3 entreprises, Carrefour, Cora et Emma, mais qui était autrefois la plus importante. Quand je dis autrefois, elle a été créée en 1977. Donc à ce moment-là, elle était la plus importante du secteur. Vous avez eu par après la commission paritaire 202, le commerce de détail alimentaire. C'est là-dedans que se retrouvent toutes les chaînes que vous voyez là, Aldi, Lidl, Colruyt, Delhaize, Super GB, qui aujourd'hui est Carrefour Market, Champion, Match, Renmans, et on en a peut-être encore, il y a Rob aussi, mais Rob fait partie de Carrefour. Hein. Vous avez la commission paritaire 202-01, qui comprend les moyennes entreprises d'alimentation, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 20 travailleurs. Et elle date de 1999, c'est la dernière, cette sous-commission paritaire, parce qu'à l'origine, elle n'existait pas, elle a été créée à la demande des syndicats, enfin pas à notre demande, mais on voulait en fait déjà à ce moment-là ramener les franchisés dans la même commission paritaire que les franchiseurs. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'un franchisé. Et ceci est issu de cette bagarre-là qui n'a pas donné ses fruits, mais qui a permis de créer une commission un peu plus valable que la 201. Vous avez la commission paritaire 311, c'est les grandes entreprises de vente au détail, ce sont toutes les chaînes de commerce non alimentaire. Donc vous avez là-dedans la Fnac, Ikea, Brico, H&M, on peut encore en citer plein, mais je ne les ai pas en tête pour le moment. Lino est là-dedans pour l'instant, les Brico aussi. Bon voilà, il y a... La 201 est le commerce de détail indépendant non alimentaire de moins de 50 travailleurs, parce que sinon ils sont dans la 202-01, et alimentaire, moins 20 travailleurs. Donc c'est l'inverse. Non, alimentaire, moins 20 travailleurs, sinon ils sont dans la 202-01. Alors, dans ces commissions paritaires, il y a un peu de tout. Et c'est bien ça le problème. Il y a des multinationales, il y a de faux indépendants qui sont les franchisés, et je viendrai tout de suite sur la franchise, et il y a de vrais épiciers. On en connaît tous, ces magasins du coin qui travaillent en famille ou avec un travailleur ou 2 travailleurs. Il y avait en 2005, c'est pour ça que je vous dis que les chiffres sont obsolètes, mais les tendances sont toujours les mêmes, 237 275 emplois salariés, 63 611 indépendants. 72% des employés sont des femmes. Donc c'est un secteur essentiellement féminin et qui travaille, bien entendu, essentiellement à temps partiel. Les commissions paritaires 312, 202 et 311 rassemblent les chaînes en général, donc ce sont des entreprises souvent multinationales et qu'on appelle les franchiseurs. Alors le contrat de franchise, c'est quoi? C'est une enseigne
qui signe avec un commerçant indépendant un contrat de franchise qui l'engage à vendre la marchandise du franchiseur. Donc le franchisé s'engage à vendre la marchandise du franchiseur. Vous connaissez les allées de l'Aise, par exemple, pour rester dans l'actualité. Ceux-là sont tenus d'acheter la marchandise de l'Aise. Ils sont tenus par un contrat extrêmement exigeant et c'est eux qui prennent toutes les responsabilités, mais le franchiseur encaisse les dividendes, évidemment. Donc il s'y retrouve sur toute la ligne et le franchisé, lui, est chargé d'engager son propre personnel, de le licencier quand ça ne marche pas, etc. En raccourci, je raccourcis parce que sinon on est parti dans des choses très techniques. Donc ces grosses commissions paritaires sont toutes des franchiseurs à un titre ou à un autre, pratiquement toutes. Les commissions paritaires 201 et 202-01 rassemblent le petit commerce, comme je l'ai déjà dit, et les franchisés des enseignes des 3 autres commissions paritaires. Et les employeurs qui règnent là-dedans sont représentés en fédération patronale par les classes moyennes wallonne et classe moyenne flamande, qui refusent à tout prix qu'on ait des délégations syndicales d'entreprise, ce qui veut dire qu'on ne peut pas organiser les travailleurs au niveau de l'entreprise, mais uniquement au niveau du secteur, ce qui enlève un rapport de force évident. Quand des travailleurs ne sont pas protégés pour faire valoir leurs droits, ils ont le choix de s'en aller si ça ne leur convient pas. Et dans le secteur alimentaire, il faut insister sur le fait que le marché est essentiellement intérieur. Il y a bien aux frontières des gens qui vont acheter leur eau en France pour faire des économies. Ils oublient que l'essence, ça coûte cher aussi, mais enfin, peu importe. Mais ça, c'est extrêmement limité. Dans le commerce non alimentaire, on commence à avoir du e-commerce, commerce Internet, qui là prend des parts de marché certaines chez une partie des commerçants, pas tous, mais une partie des commerçants. Mais dans l'alimentaire, en tout cas, on a affaire à un marché essentiellement intérieur, et on peut dire que dans le commerce, la franchise est équivalent aux délocalisations pour l'industrie. Vous savez, dans les entreprises métallurgiques ou autres, quand les travailleurs sont trop revendicatifs, on leur dit on va fermer la boîte et on va aller produire en Chine, en Inde ou je ne sais pas où. Ça, c'est une menace qui plane effectivement sur les travailleurs. Dans le commerce alimentaire, leur dire on va les produire ailleurs, on va les vendre ailleurs n'a pas beaucoup d'intérêt. Ils restent en Belgique. Par contre, on peut leur dire si vous continuez, on ferme la boutique et on en fait un franchisé. Parce que là aussi, on payera moins cher le personnel. Donc, la franchise est au commerce, ce qu'est la délocalisation à l'industrie. Je pense que c'est important à dire. Alors, quelles sont les spécificités du secteur ? On a, depuis une trentaine d'années, vécu toute une série de fusions et d'acquisitions qui ont concentré terriblement le secteur entre quelques grandes multinationales. Et c'est évidemment un problème dans la mesure où il y a d'ailleurs un paradoxe, puisqu'on dit il faut de la concurrence, et plus il y a de la concurrence, mieux c'est pour vous, mais en même temps, les fusions et acquisitions font qu'il y a de moins en moins de concurrence, puisque c'est les mêmes qui gèrent les différentes chaînes. Vous voyez un petit peu dans quelle pièce on joue. C'est un secteur à bas salaire. C'est le secteur parmi les plus bas du secteur privé. Il y a Orica qui fait une exception, qui est encore moins bien payé, mais les salaires sont les plus bas du secteur privé. Et pour vous donner une indication qu'en plus ils sont mal répartis, les richesses sont mal réparties dans le secteur, de 1995 à 2005, le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté en moyenne de 25%, et de 1995 à 2005, les salaires ont augmenté de 25% pour un chiffre d'affaires qui a augmenté de 37,8%. Vous voyez l'écart entre la rémunération des travailleurs et le capital, celle du capital. Il y a 13% de différence. C'est pourtant un secteur qui fait de gros bénéfices. Il fait plus que la moyenne de l'industrie manufacturière et plus que toutes les branches non manufacturières.
c'est le secteur qui a le plus de bénéfices. Vous pourrez trouver toutes ces données dans les brochures que Delphine a amenées qui traitent de ça. Elles sont là, vous pouvez vous servir en partant si ça vous intéresse. Si je peux vous donner des idées de grandeur de salaire, hein. Dans le commerce, en 2004, le salaire moyen pour les femmes était de 10,46 €, on cite surtout les femmes, parce que c'est quand même elles qui sont majoritairement employées, 10,46 € de l'heure. Contre, dans le textile, les ouvrières du textile ont 11,25 € de salaire. Dans l'industrie alimentaire, 12,71. Et on va comme ça dans tous les secteurs, il n'y en a pas un seul qui est en dessous, sauf Horeca, jusque dans les assurances qui ont un salaire de 18 € l'heure dans ce secteur-là. Donc vous voyez, il y a 8 € de décalage entre une vendeuse dans un grand magasin ou n'importe quelle surface commerciale en moyenne et une employée des assurances. Alors qu'ils ne sont pas délocalisables. Alors qu'ils ne sont pas délocalisables. Mais le dire après, c'est tout à fait... La main-d'œuvre est principalement, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Alors que tous les autres que tu as dit, le textile et tout ça, c'est délocalisable. Absolument. Donc ils n'ont pas d'argument... La main-d'œuvre est principalement féminine, je l'ai déjà dit, c'est une des caractéristiques. Le travail à temps partiel, non choisi majoritairement par le personnel, et ça crée évidemment ce qu'on appelle les travailleuses pauvres. Je le mets exprès au féminin parce que c'est quand même encore les femmes qui sont essentiellement concernées. Ce sont des postes de travail à basse qualification. Je ne dis pas que le personnel a de faibles qualifications. Il y a parfois des gens qui sont diplômés universitaires ou secondaires supérieurs et qui sont obligés de travailler là plutôt que de se retrouver au chômage. Les métiers disparaissent complètement. Hein. Alors, il y en avait encore quelques-uns il y a une trentaine d'années, c'est fini. Et la polyvalence se généralise forcément puisqu'il n'y a plus de qualification dans les métiers et qu'on commence même à les remplacer par des machines hein, puisque les caisses automatiques ne nécessitent quasi plus de personnel. C'est un personnel essentiellement sous statut employé, ça c'est le fruit de grandes bagarres syndicales. Une flexibilité horaire maximale, je l'ai dit tout à l'heure, impossible de gérer une vie privée avec du temps partiel, avec une flexibilité horaire aussi importante. Ce sont des entreprises multisièges, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart présentes à travers des magasins wallons, bruxellois, flamands. Vous les retrouvez un peu partout dans le pays. Ce qui n'est pas non plus courant. Enfin, il y a le secteur bancaire, un peu, mais sinon, la plupart des entreprises sont localisées dans une région, mais ici, elles couvrent toute la Belgique. Ce sont en résumé des emplois fragiles, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, mais aussi à cause de l'évolution technologique. Il y a de plus en plus de magasins qui peuvent fonctionner avec de moins en moins de personnel. Les commandes qui autrefois se faisaient manuellement par les chefs de rayon, elles se font aujourd'hui automatiquement quand vous passez à la caisse. Directement, c'est déduit du stock et c'est recommandé directement auprès du fournisseur. Je vais vous donner un exemple. Hein. Il y a d'ailleurs une rotation importante de la main-d'œuvre, ce qui est syndicalement toujours difficile. Un personnel qui va et vient, c'est pas facile à organiser. Un peu moins chez Carrefour et Delhaize parce qu'on a une sécurité individuelle d'emploi qui a été négociée il y a longtemps et qui contente encore de préserver. C'est un secteur où on a connu une inversion des rapports de force en notre défaveur. Il y a 30 ans, c'était la commission paritaire 312 qui faisait la pluie et le beau temps, hein, les GB, les galeries en SPAC pour les plus anciens. Les nouveaux ne connaissent même plus, les jeunes ne connaissent même plus les galeries en SPAC. Le Bon Marché, Enzo Wurst. Hein. Le groupe GB tenait le haut du pavé et c'est là que s'implante la syndicalisation du secteur. Avec aujourd'hui encore un taux de syndicalisation pour une entreprise comme Carrefour de 85%, ce qui est pas mal, sachant qu'il y a dans ces entreprises-là un siège administratif très important avec 1 millier de travailleurs qui sont près du bon Dieu, près de la direction, qui donc n'osent pas se syndiquer de la même manière que dans les magasins, mais dans les magasins, à part le directeur, et encore parfois il est syndiqué, à part le directeur, tout le monde est syndiqué, ce qui est quand même un bon rapport de force. Et dans les deux autres secteurs, donc le secteur alimentaire comme Delhaize ou comme H&M le non alimentaire, là le taux varie mais tourne autour des 70% dans le meilleur des cas. Donc en 20 ans, les filialisations ont fait des ravages. Hein.
Par exemple, le groupe GB. Autrefois, vous aviez dans les grands GB, ce qu'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui les hypermarchés, les maxi, on les appelait, hein, les maxi GB, vous aviez le magasin d'alimentation, vous aviez à côté le Lunch Garden, qui est toujours là, vous aviez Auto 5, eh bien tout ça faisait, et le Brico, merci, tout ça faisait partie des mêmes conventions d'entreprise et de la commission paritaire 312. Donc quand on négociait des augmentations de salaire pour le personnel du magasin, Auto 5, Brico, Lunch Garden, tout le monde profitait des mêmes augmentations et des mêmes avantages. On a connu dans les années 80 le début de la fin de cette période-là avec les filialisations. Donc ils ont dit maintenant, chaque segment de l'entreprise va devenir une filiale qu'ils ont la plupart du temps cédé à des étrangers, enfin à d'autres pays, à d'autres distributeurs. Ça a été le cas pour commencer d'Auto 5. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre, mais Auto 5, Brico et tous les autres ont suivi, Lino. Tout ça est maintenant segmenté et n'est plus du tout la même entreprise. Et ont contribué à vider la commission paritaire 312 de ses emplois. Beaucoup de magasins et beaucoup d'entreprises ont fermé au profit des autres commissions paritaires qui sont moins intéressantes sur le plan social, évidemment. Et donc, les dernières années, vous avez eu une diminution de l'emploi de 17% en commission paritaire 312, avec une augmentation dans l'alimentaire de 6%, 202, et dans le non-alimentaire de 29%. Mais vous avez surtout eu des transferts vers les petites commissions paritaires à travers la franchise. Ça, c'est un phénomène qui continue. Et donc, c'est une inversion des rapports de force qui rend la mobilisation syndicale plus difficile, pour des tas de raisons, parce que le statut de délégation syndicale, par exemple, est nettement moins intéressant chez Deleuze ou chez H&M que ne l'est chez Carrefour, dans une autre commission paritaire, parce que chez Carrefour, depuis toujours, on avait négocié des délégations syndicales de magasins. Donc dans chaque magasin, vous avez le droit d'avoir des délégués syndicaux. Dans les autres entreprises, vous avez des délégués soit régionaux, qui circulent d'un magasin à l'autre, soit nationaux, carrément nationaux, dans le secteur des grandes entreprises de vente au détail, donc du commerce non alimentaire. Et là, je peux vous dire que quand aux élections sociales, vous décrochez, je vais dire n'importe quoi, un mandat pour la CNE chez H&M, et que cette délégué-là ou ce délégué-là est censé visiter les travailleurs de tout le pays, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile, et que convaincre les travailleurs de la nécessité du syndicat n'est pas facile dans ce contexte-là par rapport à celui de boîtes comme Carrefour. On peut... Ouais. Donc, ce qu'on s'est dit dans le commerce, c'est qu'il était urgent d'harmoniser toutes ces commissions paritaires et ces statuts différents des travailleurs. Parce que tout compte fait, être caissière chez Carrefour, chez Deleuze, chez Emma ou ailleurs, c'est quand même toujours être caissière. Hein. Être réassortisseur, c'est toujours être réassortisseur. Et on ne voit pas pourquoi, dans un cas, on a 30% de salaire en moins que dans l'autre, selon qu'on est dans une commission paritaire ou une autre. Et on a commencé la bagarre il y a déjà très longtemps sur ce thème-là, mais le dernier en date, c'est celui de l'hypermarché Blauwetoren de Carrefour à Bruges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce conflit-là en 2008, qui a été extrêmement dur parce que ça concernait un magasin de Flandre et il fallait faire comprendre à tous les travailleurs de Carrefour que si ils parvenaient à franchiser ce magasin-là et à lui donner le statut de franchise au personnel, ben c'est tout le monde qui allait suivre par la suite. Hein. Il n'y avait pas de raison qu'ils se privent du reste. Donc faire comprendre ça à des gens qui ne sont pas directement concernés, c'est pas évident. Mais on est quand même parvenu à fermer des magasins plusieurs samedis de suite dans une région puis dans une autre, tant à Bruxelles, en Flandre qu'en Wallonie. Et on a obtenu une convention collective qui ne permettait pas de remettre ce magasin-là dans le giron de Carrefour 312. Donc, il garde sa commission paritaire de franchise, mais on a pu augmenter les conditions de travail. Par exemple, la durée du travail de 35 heures et pas de 38, comme chez Carrefour. Les salaires ont été augmentés de quelques pourcents, je l'ai plus en tête. Il y a quand même 6 ans, je n'ai plus mes données, mais on a pu faire quelque chose là. Une des conséquences de ce conflit, ça a été la mise en place d'un groupe de travail au sein du ministère de l'Emploi, à la demande de la ministre de l'époque qui était Joëlle Melquet,
pour tenter de réunir les employeurs, les syndicats sous la houlette d'un conciliateur social pour essayer de débloquer ce dossier et ne créer qu'une seule commission paritaire pour la grande distribution et une autre pour le petit commerce. C'était en tout cas l'objectif syndical, la volonté syndicale. Mais on a dû se rendre à l'évidence, c'est un constat d'échec. On n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec les employeurs. Les classes moyennes en particulier ne veulent évidemment pas qu'on renforce notre rapport de force et être obligés, eux, de payer plus cher leur personnel. Et les franchiseurs n'ont pas intérêt non plus à ce qu'on le fasse, donc on est gros gens comme devant. Mais à défaut d'harmonisation vers le haut, comme nous le souhaitons, elle va se faire toute seule vers le bas. C'est un peu le sens des conflits qui ont lieu pour le moment. La distribution et l'évolution de la distribution, on pense que c'est l'affaire de tout le monde et pas seulement l'affaire des syndicats et des travailleurs du secteur. L'internationalisation et donc la concentration en quelques grandes multinationales s'intensifie. Ça s'est accentué à partir du marché unique européen de 1986. C'était déjà en route, mais là, il y a eu un coup d'accélérateur. Et voilà une donnée qui est intéressante à avoir, c'est qu'à l'époque, donc en fait, ces données ont servi à faire notre congrès qui a donné la petite brochure qui est là, hein, toujours, donc vous retrouverez ça là. Et donc ce sont des chiffres un peu anciens, mais il y avait à ce moment-là 30 principaux groupes de distribution qui réalisaient 40% des ventes, qui possédaient une centaine d'enseignes et qui exploitaient 7700 magasins en propre ou en franchise et qui employaient 94 000 personnes. 18 de ces 30 groupes-là sont sous contrôle étranger. En 2004, donc dans la distribution alimentaire, franchisée compris, les 4 chaînes que sont Carrefour, Delhaize, Colruyt et Aldi couvraient 3/4 de la distribution alimentaire de tout le pays. Il reste donc 1/4 pour les petits commerçants. 3/4 sont dans les mains de ces enseignes-là. Et malheureusement, je crains que dans la guerre commerciale, les moyennes enseignes que sont aujourd'hui Delhaize et Colruyt sont destinées à passer à la trappe. Elles ne sont jamais qu'en sursis parce que si toute chose restant égale, si les choses continuent comme elles sont parties, et je ne vois pas de signal qui peut dire que ça va s'arrêter, la concentration va s'amplifier encore. C'est aussi les travailleurs, bien sûr, du secteur qui servent de variable d'ajustement, et c'est ce qu'on connaît chez Delhaize aujourd'hui, mais qu'on a connu chez Carrefour, et entre les deux, il y a bien des enseignes qui ont licencié, on en parle aussi chez Cora maintenant, mais il y a eu des tas d'enseignes, Delphine pourrait peut-être en citer quelques-unes, moi, encore l'année dernière, le secteur a été assez bien touché. Donc c'est l'affaire des travailleurs à travers les licenciements, les dégradations des conditions de travail et de salaire, et aussi la dégradation de la concertation sociale, parce qu'il faut bien dire que les relations entre employeurs et organisations syndicales ne sont pas au beau fixe. Vous me direz qu'elles ne l'ont jamais été et que c'est normal, mais il y avait une espèce d'entente, on négociait quoi, on négociait ensemble. Aujourd'hui, on négocie de moins en moins, on nous met de plus en plus devant des faits accomplis et on essaye de récupérer la sauce et de se battre contre toute une série de phénomènes. C'est l'affaire des petits producteurs, parce que par leur puissance, les grandes chaînes s'approvisionnent dans des centrales d'achat qui dictent leurs conditions, évidemment, puisqu'elles sont hyper fortes par rapport aux producteurs, c'est elles qui fixent les prix et les conditions. 85% de la distribution alimentaire est aux mains de 600 chaînes commerciales en Europe de l'Ouest. Donc 85% de la distribution aux mains de 600 chaînes commerciales qui sont regroupées, 600 chaînes regroupées dans 110 centrales d'achat. Autant dire pas grand-chose. C'est donc une puissance d'achat extraordinaire qui donne évidemment un pouvoir extraordinaire par rapport aux petits producteurs. Alors, chez nous et ailleurs aussi, mais les agriculteurs manifestent, ils ont beaucoup manifesté, pour le prix du lait notamment, vous vous souvenez. Il y en a aussi pas mal qui se suicident, malheureusement.
Dans les pays à faible salaire, qui sont les petits producteurs textiles, mais aussi des chaussures de foot, des ballons de foot et que sais-je, c'est des conditions proches de l'esclavage, hein, avec un déni des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux et des droits du travail fondamentaux. Il suffit de voir les campagnes Achact. Vous connaissez Achact, vêtements propres. Oui, certains d'entre vous ont participé à la dernière action. Donc, nous travaillons avec Achact, nous faisons partie de la plateforme. Quand je dis nous, je parle de la CNE, bien sûr, mais aussi la LGTB et d'autres organisations, des ONG. On participe à ces campagnes. C'est l'affaire aussi, la distribution est aussi l'affaire du consommateur qui est floué. Vous aurez remarqué la standardisation des produits. Je rentre de Bretagne, mais je suis allée, enfin je suis pensionnée, donc je voyage maintenant, moi. Je suis allée au Portugal au mois de mai. Eh bien, j'ai rencontré H&M, j'ai rencontré la Fnac, j'ai rencontré toute une série d'enseignes que je rencontre ici, et très peu de produits locaux, très peu. Plus on voyage, plus on se rend compte qu'on a exactement mis les mêmes produits dans tous les pays. Il n'y a plus rien de spécifique. Des produits, la plupart du temps, d'une faible durabilité. Vous savez que la plupart des machines sont faites pour durer 10 ans, hein, machine à laver, téléviseur et tout le bazar, 10 ans. Donc quand la vôtre tient 15 ans, gardez-la parce que c'est du bon matos, ça va être fini. Mauvaise qualité des produits, avec des conséquences importantes sur la santé. Un Français spécialiste de ce secteur était venu nous parler au Congrès des poulets à quelques euros le kilo, hein, qui sont censés être consommés, étaient nourris avec des bouts de stations d'épuration. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ou avec de la farine de poisson. La farine de poisson, ce sont des arêtes concassées, des peaux concassées, enfin, toutes ces saloperies, quoi. D'ailleurs, les poulets, à l'époque, goûtaient le poisson. Donc, ça, c'est un des effets de la grande distribution, la concentration de la grande distribution, sans parler de l'aliénation à la surconsommation, avec un taux d'endettement de plus en plus grand chez les travailleurs. Hein. Chez les travailleurs des chaînes, mais chez tous les travailleurs. Et on a eu des témoignages de délégués qui travaillaient dans ce secteur-là, qui nous expliquaient qu'on proposait des cartes de l'entreprise Carte Carrefour, par exemple, à des travailleurs de chez Carrefour, dont ils savaient pertinemment bien qu'ils ne seraient pas solvables à un moment donné s'ils l'utilisaient trop souvent, mais ils s'en foutaient. Ils ramassent toujours les sous. Hein. C'est aussi l'affaire du citoyen, parce que cette grande distribution elle a des effets sur l'environnement qui sont importants, notamment les emballages, hein, le suremballage des produits, des grands paquets avec des petits paquets dedans et encore des petits paquets à l'intérieur. Donc tous ces emballages-là, c'est écologiquement pas défendable. Les distances de livraison qui sont de plus en plus longues. Ça a des effets sur le développement des territoires. Quand on implante des grandes surfaces commerciales, des grandes galeries partout, qu'on fait déserter et ça j'en viens à un point que j'ai oublié, c'est les petits commerçants. Hein, les petits commerçants qui, eux, disparaissent de plus en plus. J'ai mis le chiffre là, je ne l'ai pas sur mon papier. Mais donc, de 2008 à 2013, et ça c'est un chiffre qui vient du syndicat national des indépendants, donc c'est des patrons, c'est pas moi qui l'invente. De 2008 à 2013, il y a 23% d'indépendants qui ont disparu, soit ils sont passés de 77 433 à 59 804. Donc quand je dis que ce phénomène continue, je pense que je ne raconte pas de blague, c'est tout à fait récent. Hein. Ce chiffre il date d'hier ou d'avant-hier. Je l'ai recopié hier ou avant-hier. Voilà, alors, face à ce désastre, que faire? Ben moi, je n'ai pas de solution toute faite. Hein. Mais, pour les organisations syndicales du secteur et pour le personnel, l'harmonisation est quelque chose qui va devoir se faire, mais avec toutes les difficultés que ça comporte. Je pense aussi qu'on ne peut pas rester seul, puisque c'est l'affaire de tous. Pourquoi rester seul? Pourquoi pas se regrouper autour de quelques enjeux communs? Donc, entre organisations syndicales, les organisations d'agriculteurs, on a déjà tenté un rapprochement qui n'a pas rencontré l'enthousiasme des délégués.
malheureusement, je dirais, parce que je pense que l'enjeu est important. Peut-être qu'un jour, le déclic va se faire, avec des associations de consommateurs, mais je dis pas n'importe quel consommateur, parce qu'il y a consommateurs et consommateurs. Il y a celui qui pousse à l'ouverture des magasins du dimanche. Il y a celui qui pousse à des prix toujours plus bas. Il y a, bon, ça, ce ne sont pas des alliés, évidemment, même si on peut comprendre, ce ne sont pas des alliés. Mais il y a des consommateurs, comme par exemple l'association Achat, qui représente des consommateurs qui veulent consommer des produits plus sains et éthiquement défendables. Donc, on travaille avec eux. Il y a, de plus en plus, on parle de circuits courts, donc de se passer des intermédiaires entre producteurs et consommateurs, et il y a des regroupements qui se font de petits producteurs aujourd'hui, qui permettent ce rapprochement. Et il y a quelques initiatives contre la surconsommation qui sont encore marginales, mais qui existent. Il y a notamment le troc qui se développe assez bien, et il y a, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, à Bruxelles-Ville, un marché tous les, je ne sais pas quel jour, mardi ou jeudi, soir, où vous pouvez venir déposer ce que vous avez en trop chez vous et qui ne vous sert pas, et on peut venir se servir. C'est le 4e samedi de chaque mois. Merci, voilà. Voilà, donc, et après beaucoup de points d'interrogation, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il faut le découvrir. On peut, comme dans d'autres secteurs, par exemple, t'envoyer, tu viens dans ton siège de travail, et puis on dit, bah, non, on n'a pas besoin de toi, est-ce qu'on peut t'envoyer dans un autre magasin, alors que celui-là est peut-être franchisé, et que le ton des magasins de départ ne l'est peut-être pas. Je peux te répondre tout de suite? Oui. Non, quand il y a des délégations syndicales fortes qui t'en empêchent. Oui, quand il n'y a pas de délégation syndicale forte. C'est pas les salaires, c'est les dividendes qui est couché. C'est ce qu'on dit chaque Donc fois. c'est une façon de mettre le poing dans la porte, et le pied dans la porte, et dire voilà, il faut parler de ça. On a assisté à ceci, c'est que l'ouverture et le développement des supermarchés dans les années 60, ça correspondait, il fallait une certaine condition. Il fallait d'abord que les gens aient un frigo, parce qu'on n'allait pas faire ses courses tous les jours, et souvent qu'ils aient une voiture, parce que le magasin n'est pas nécessairement à côté. Et puis on a vu les hypermarchés qui sont vraiment à la périphérie des villes. Alors maintenant, donc ça a tué le petit commerce. Alors maintenant, on assiste à ceci, c'est à la réimplantation de carrefours, de proximité, etc., qui profitent du système informatique et du système de distribution de la chaîne pour tuer à nouveau le petit commerce, mais évidemment, ils sont avec des prix plus élevés, comme Marc le disait tout à l'heure. Donc je pense que c'est un phénomène qui est en cours et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, quelque chose que tu as dit qui m'étonnait, c'est quand tu as parlé de Colruyt, et tu m'as dit qu'ils vont peut-être avoir des difficultés. Alors, bon, moi, je ne connais pas le secteur. En général, vu de l'extérieur, Colruyt apparaît comme une entreprise un peu innovante. Ils ont leur propre imprimerie, leur propre production d'électricité, leur propre système informatique. C'est eux qui avaient commencé l'informatique avec des cartes perforées, d'ailleurs. Leur propre politique sociale. Leur politique sociale, alors, mais aussi, par exemple, c'est caractéristique chez Colruyt, les caissiers, ils travaillent debout. Et ils n'arrêtent pas de passer d'un truc à l'autre. Alors, je me souviens qu'il y a au moins 30 ans, Albert Foss avait publié un bouquin qui descendait Joe Colruyt en disant qu'il y avait une politique anti-syndicale, etc. Ça a été fait en front commun à l'époque. Est-ce que c'est toujours vrai? Comment est-ce que la situation a changé, etc. Ça, je voudrais un peu d'infos. Voilà. Donc ce que je dis sur Colruyt n'est pas lié à la politique de Colruyt, est lié à l'échelle. On est de plus en plus dans un commerce international, mondialisé même. Et Colruyt est belgo-belge, il essaye de s'implanter en France, mais avec peu de succès. Jusqu'à présent, sa dimension internationale n'apparaît pas, quoi. Et donc il va se faire, à mon avis, manger un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est encore une entreprise familiale. Il va venir un moment où, enfin, je ne le souhaite pas, hein, mais je crains que ce soit ça l'évolution de l'entreprise, prévisible. Idem d'ailleurs pour Delhaize. Je ne suis pas sûre, mais je l'ai déjà dit à l'époque de Carrefour, donc peut-être que j'espère que je me trompe là aussi. Je ne suis pas sûre que ce qui se passe chez Delhaize pour l'instant n'est pas une manière de réduire les frais, d'habiller la mariée pour mieux la revendre. On sait qu'Ahold, aux Pays-Bas, a déjà l'œil sur Delhaize depuis plusieurs années. Bon voilà, c'est un scénario possible, c'est pas forcément celui-là qui va arriver, mais c'est un scénario possible à moyen terme en tout cas.
Oui, parce que les heures qu'on donne aux étudiants sont des heures qui ne viennent pas, ne sont pas en noir, elles sont payées. Ah, pardon, elles sont en moins pour les temps partiels qui ont besoin de compléter leurs horaires et leurs salaires. Et on est toujours tiraillé avec en plus le phénomène qui embrouille tout, c'est que la plupart du temps, les étudiants sont des enfants du personnel. Et que donc, pour le faire comprendre au personnel, c'est déjà tout un enjeu pour nous. Parce que c'est parfois leur fils ou leur fille qui va... Et ils se fichent pas mal de savoir que le voisin, lui, c'est son salaire principal et unique. C'est compliqué, hein. La solidarité entre travailleurs, elle n'est pas automatique. Elle se crée. Hein. Le problème étudiant, c'est très compliqué. Les salaires sont tellement bas. On l'a dit, c'est 70% sont débitants. Donc c'est leurs enfants qui viennent. Et pour compléter le salaire, j'ai envie de dire, hein, pas pour l'expliquer. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des petits-enfants et qui ont besoin de ce salaire-là pour vivre, tout simplement, on les met... Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans à partager la misère entre les gens, hein, dans le secteur. C'est ça qu'on a fait. Et c'est pas facile à expliquer aux gens. Mais non, bien entendu. Pour lutter contre l'austérité qui nous menace, et pas un peu, hein, donc les organisations syndicales, les partis politiques de gauche, les associations, je pense que très largement, il va falloir mener un front uni, le plus uni possible, pour réagir à tout ce qui se prépare pour le moment. Espérons quand même qu'on ne se limite pas à des rassemblements avec des quotas, hein, parce que c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution. Or, si on ne fait pas la révolution d'une manière ou d'une autre, on ne va pas s'en sortir. C'est clair. Ni à Blaise, ni ailleurs.